Merci de choisir Eugle Magazine Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, les titres de votre journal. À Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine les gouverneurs de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi. Au sorti de cet entretien, le gouverneur a déclaré que les échanges ont porté principalement sur l'évolution de la situation sécuritaire sur la ligne de front ainsi que sur les conditions de travail des forces de sécurité déployées dans l'est du pays. La première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a pris part au sommet Mattei Plan for Africa et Global Gateway à Rome, co-présidé par la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ce vendredi 20 juin 2025. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. Je l'ai annoncé à l'entrée de ce journal, c'est jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu les gouverneurs de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi. À l'issue de cette audience, le gouverneur du Sud Kivu a indiqué qu'il était question de discuter sur l'évolution de la situation sécuritaire sur la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité. Il a rassuré que les forces régulières de la RDC se comportent très bien sur le front avec l'appui des Wazalendo. Les précisions dans cet élément. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne de front. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Wazalendo, dont nous sommes très contents. Lui avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes de front, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyés par le Rwanda et leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager. Donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité,
a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Pourouzi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Et puis, je l'ai annoncé aux principaux titres. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a atterri dans la soirée du jeudi 19 juin 2025 à Rome, où elle représente la RDC au sommet international Matei Plan for Africa and Global Gateway. Cette rencontre de haut niveau se tient ce vendredi 20 juin 2025 dans le cadre prestigieux de la Villa Doria Pamphilj sous la coprésidente de Georgia, Meloni, chef du gouvernement italien, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Suivez. La présence de Judith Suminwa Tuluka à ces assises reflète l'intérêt stratégique que le gouvernement congolais accorde à ces forums, perçus comme un catalyseur des partenariats structurants entre l'Afrique et l'Europe. La participation de plusieurs États africains impliqués dans les corridors de l'Obito ainsi que celle d'institutions financières internationales donne à ces sommets une portée déterminante. Pour Kinshasa, le corridor de l'Obito, long de 1739 km, est destiné à relier l'Angola, la Zambie et la RDC, dépasse la simple vocation logistique. Il s'agit d'un levier d'intégration régionale et de transformation économique susceptible de repositionner la RDC sur les grandes routes d'exportation de minerais stratégiques tels que le cuivre et le cobalt, éléments clés de la transition énergétique mondiale. La chef du gouvernement congolais met en avant cette infrastructure comme un outil de modernisation capable de relier les zones minières enclavées aux marchés mondiaux tout en améliorant les conditions de vie des populations riveraines. Outre les enjeux liés aux ressources naturelles, Judith Suminwa profite de cette tribune pour élargir l'horizon des partenariats potentiels. Fidèle à sa vision d'économie diversifiée et résiliente, elle compte mobiliser l'intérêt des investisseurs européens, notamment dans les secteurs agricoles. La RDC, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, s'affiche comme l'un des géants potentiels de la sécurité alimentaire en Afrique. Le prix Nobel de la paix estime qu'aucun accord ne doit passer sous silence les massacres à grande échelle qu'a subi la population civile congolaise. Je cite, « La paix ne peut se réduire à faire taire les armes, à obtenir un armistice et à faire du business, car pour être juste et durable, elle ne peut faire l'économie de la justice, du respect des droits humains et du droit international. Il est donc crucial de recourir à la justice transitionnelle pour prévenir la répétition des conflits et des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire et instaurer une paix durable en RDC. La justice, la véritable et des réparations constituent des préconditions à la réconciliation et à la cohabitation pacifique au sein des pays des Grands Lacs africains. Aucun accord ne doit passer sous silence des massacres à grande échelle qu'a subi la population civile congolaise, les viols commis sur des centaines de milliers de femmes et les déplacements forcés de millions de personnes, a-t-il déclaré. Saluant les efforts en faveur d'une paix durable, Denis Mukwege fustige toutefois la faiblesse du contenu de la déclaration du 18 juin dernier, laquelle, selon lui, énumère de manière vague des principes universels, notamment le respect d'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités. Ainsi, les natifs de Bukavu exhortent les acteurs impliqués à privilégier une approche multilatérale et à asseoir les appels au cessez-le-feu ainsi qu'au retrait de forces d'occupation d'un calendrier ferme et des sanctions fortes et coordonnées en cas de non-respect persistant de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Teni Alumbashi
Popol Mabolia, directeur général du cadastre minier, est intervenu le 12 juin dans le cadre d'un panel consacré à l'impact du développement économique et de l'autonomie stratégique. Lors de son intervention, le directeur général Popol Mabolia a mis en lumière les rôles clés que jouent les partenariats entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, en particulier dans les secteurs miniers. Ces partenariats visent à favoriser une croissance économique. Pour illustrer le fondement de cette coopération, le directeur général du CAMI a identifié 5 piliers majeurs, à savoir l'intégration de la chaîne de valeur en commençant par l'exploration géologique, la mobilisation de coûts dans les infrastructures, la coopération dans l'approvisionnement en minerais, la collaboration dans la recherche et innovation et le renforcement des capacités locales. Popol Mabolia a insisté sur le fait que ces partenariats doivent être mutuellement bénéfiques avec des retombées concrètes pour la RDC, notamment en matière de création d'emplois et de développement local. Il a également souligné que pour que cette coopération soit véritablement fructueuse, elle doit être bâtie sur des principes de développement durable. Nous allons prendre cette information au-delà de nos frontières. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée jeudi 19 juin 2025. Victoire Ingabire est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État ouverte en 2021. L'opposante s'est exprimée devant les tribunaux juste avant son arrestation, niant en bloc toute implication dans ces complots. Les détails avec Jean-Cy Mazunda. Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victor Ingabire, menacé d'être inculpé pour association des malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. L'un de ses proches raconte que la perquisition de son domicile et son arrestation se sont déroulées en fin de journée, peu de temps après son audition devant les tribunaux. L'opposant de 56 ans est cité dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général de son précédent parti. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions dont l'objectif était de renverser les pouvoirs, clamant les autorités rwandaises. En cause notamment la lecture du livre d'un écrivain serbe intitulé « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Victor Ingabire est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants, ce qu'elle nie en bloc. Lors de l'audience de jeudi, elle a notamment avancé que les activités de son parti, qui n'a jamais pu être enregistré officiellement, sont d'ailleurs au point mort. Pour l'un de ses avocats internationaux, son arrestation intervient à quelques mois de la fin de sa peine actuelle. Arrêtée en 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée au bout de 8 ans après une grâce de Paul Kagame. Malgré cette grâce, elle est restée interdite de se présenter aux élections. En mars 2024, elle a perdu son recours pour lever cette interdiction et participer au scrutin présidentiel. Changeons de chapitre pour parler de cette guerre qui oppose l'Israël contre l'Iran. L'Iran rejette les avancées des États-Unis d'Amérique et affirme n'avoir rien à dire aux complices des crimes. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, affirme qu'il n'y aura aucun dialogue avec quiconque tant que les attaques israéliennes se poursuivent. Regardez. Le ministre des Affaires étrangères iranien s'est exprimé dans la salle qui se trouve derrière moi, la salle 20 du Conseil des droits de l'homme. Le programme a d'ailleurs été bousculé à cette fin afin qu'il puisse s'exprimer puisque des travaux sont en cours sur d'autres situations dans le monde. Quelques minutes auparavant, l'ambassadeur d'Israël accrédité auprès des Nations Unies à Genève, l'ambassadeur Daniel Meron, avait lui aussi pris la parole devant les journalistes accrédités auprès des Nations Unies et la mission d'Israël avait refusé que cette intervention ne soit passée en direct au niveau de la télévision des Nations Unies. Pendant son intervention, l'ambassadeur Daniel Meron a également mis en avant
la dangerosité des activités qui se tiennent en Iran et il a indiqué que l'Iran constituait une menace pour la région. Quelque temps auparavant, il avait enregistré une déclaration en face de l'Organisation mondiale de la santé pour dire qu'il était absolument inadmissible que l'Iran vise des bâtiments hospitaliers tels que l'hôpital qui a été touché en Israël. Qui constitue une violation du droit et des principes du droit international, ce qu'a d'ailleurs relevé et ce point sur lequel est revenu à souligner un expert des Nations Unies sur place. C'est ce que vous avez relevé, Catherine. Tout à fait. Comme je vous l'indiquais, nous sommes en pleine 59e session du Conseil des droits de l'homme ici à Genève et des experts des Nations Unies se sont réunis pour qualifier les activités et les actions qui sont menées par Israël. Ils ont déclaré que c'était une violation des droits fondamentaux du droit international et ils ont également indiqué que c'était une violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, puisque ces attaques constituent un risque non seulement et une menace, non seulement pour la région, mais également pour la totalité des populations mondiales. Merci beaucoup, Catherine. Parlons sport dans cette édition du journal avant de se quitter. À l'issue d'une visite surprise au stade des Martyrs de la Pentecôte, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo annonce pour bientôt sa fermeture pour des travaux avant le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévu au mois de septembre de cette même année. Suivez. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, Maître Didier Boudimbo s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contrat saleté à boutique saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade, question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbo a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimbo qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbo a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation de ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Il faut rajouter peut-être 5 ou 4. Et voilà, c'est tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.